Notre ministre, son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et des Maliens établis à l'extérieur, après avoir accompagné le président Assimi Goïta au Burkina Faso, il s'est rendu à Bruxelles, la capitale, je crois, de l'Union européenne, où il y a une offensive diplomatique des pays de l'AES qui est lancée pour amener certains de nos partenaires, parce que c'est important, quand vous êtes en partenariat avec quelqu'un, il est bon que vous puissiez vous entendre, vous comprendre. Il y a des décisions que vous prenez lorsqu'il s'agit des États, des décisions souveraines, et c'est important, éminemment important pour nous d'avoir cette offensive diplomatique pour expliquer à nos partenaires, ceux qui souhaitent avoir cette relation de partenariat avec nos gagnants-gagnants, leur expliquer le bien fondé des prises de décision pour manifester, garantir, assurer, préserver notre souveraineté à tous les niveaux. On va écouter ce que les Européens en pensent et on va écouter le ministre Abdoulaye Diop parler. À côté de cela, la France, je vous avais prévenu, lorsque ce fameux général était sorti pour dire que d'une manière ou d'une autre, l'Europe ne peut pas se donner ou se permettre le luxe de perdre le Sahel. Cela y va de la survie de l'Europe. Aujourd'hui, cela a été développé à Bruxelles. Ce n'est pas tout. Je remercie un de mes followers ou abonnés qui m'a envoyé une déclaration d'une éminente personnalité française qui dit « On ne peut pas quitter le Sahel. Tôt ou tard, il va falloir prendre les armes pour récupérer ces pays. Parce que notre survie dépend de ces pays. Il faut déconstruire le narratif. Je crois que, sans me vanter, au début, ils avaient tendance, peut-être, à dire c'est Kémy Séba, c'est Nathalie Yam, ceux-là, on peut les gérer, c'est pas un problème. On peut les étouffer à travers notre communication mensongère. Mais ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, ils ont créé un instrument de distraction. Cet instrument de distraction, nous l'avons utilisé pour en faire une guerre, une arme de guerre. Et leur instrument de distraction est devenu le champ de guerre pour nous. Les plateformes des réseaux sociaux. C'est ce que nous utilisons pour les détruire. Détruire leurs mensonges. Les mettre à nu. Ils n'ont pas le choix aujourd'hui. S'ils veulent soulever leur propre opinion contre eux, qu'ils s'amusent à bannir les réseaux sociaux. S'ils bannissent à leur niveau, nous allons créer nous-mêmes, puisqu'on a pris plaisir et que la nature a horreur du vide, ils nous bannissent sur les réseaux sociaux, on crée nos propres réseaux sociaux pour véhiculer notre communication. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas imaginé, ils n'ont pas pensé que nous serions capables de récupérer les réseaux sociaux au lieu d'en faire un instrument de distraction, mais un puissant moyen de communication de guerre, un puissant moyen pour les détruire, un puissant moyen pour faire entendre notre voix. Certains
Vous pouvez voir, il y a plein qui réussissent dans la distraction des uns. Hein. Le petit Sénégalais, là, qui a à peu près 500 millions d'abonnés sur TikTok. Et TikTok l'a rendu millionnaire aujourd'hui. On peut dire multimillionnaire si on convertit ce qu'il a en euros par rapport au franc CFA, puisque c'est un Sénégalais. Il a perdu son boulot, j'ai vu un peu sa vie, il a perdu son boulot. Et puis, tout de suite, il s'est jeté sur les réseaux à faire de la comédie. Et il est devenu excellent dedans. Et vous entendez par-ci par-là, les influenceurs, par-ci par-là, surtout en Côte d'Ivoire, ils ont beaucoup réussi. Mais chez nous, ici, je ne dis pas qu'il y en a pas, il y a beaucoup. Mais ici, Keïta, il n'a pas vu les réseaux sociaux comme un instrument de distraction, parce que si je voulais, j'allais très bien réussir dedans, avoir des centaines de millions. Mais j'ai vu cela comme une arme de combat, une arme efficace de combat, pour faire entendre la voix du Sahel. Et j'ai décidé de mener mon combat avec leurs propres armes, les combattre avec leurs propres armes. On va développer, ne vous en faites pas. Prenez le temps de vous installer, partagez au maximum le temps que Awa, Bako Diabaté finisse de nous bercer avec cette belle mélodie. Merci à Awa. Gloire à l'Éternel, béni soit notre Seigneur, le Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de l'islam, le Dieu de la gloire, le Dieu de l'élévation, le Dieu de l'amour, le Dieu du pardon, le Dieu de la puissance,
le Dieu de l'éternité qui n'a ni commencement ni fin, Allah, le Tout-Puissant, que toute la gloire revienne au Seigneur notre Dieu, à son saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que à tous les serviteurs du Dieu éternel depuis les siècles et des siècles, sans oublier le père de la foi, Abraham, notre père Abraham et notre maman Sarah. Alors, merci à vous, à toutes et à tous. Merci pour la fidélité et la promptitude. Alors, nous allons parler. Mais avant, j'ai reçu une petite visite, un rêve. Si je ne partage pas avec vous, c'est pas bien parce que j'ai partagé mon rêve avec vous concernant Nathalie Yam quand elle est venue à moi. Et je vous ai dit qu'elle m'avait félicité. Alors, j'ai fait, curieusement, je crois que c'est hier ou avant-hier, notre premier ministre, Dr. Shogel Kokola Maïga, il est venu à moi dans cette vision. Il était en train de faire, je crois, une conférence de presse où il parlait. Et puis, je crois qu'il m'a vu. J'étais présent. Et puis, il m'a indexé, il m'a montré. Et puis, il m'a appelé. Il a dit Cheikh Keita. Et je vais pas vous dire ce qu'il m'a dit, mais l'idée était qu'il a entendu qu'il souhaite que je le laisse un peu comme ça. Il a bien compris le message. Il a bien saisi. Il n'est pas fâché, il n'est pas contre moi. Il apprécie ce que j'ai fait. Il dit, il a bien saisi, mais il souhaiterait que je le laisse un peu comme ça pour qu'il respire un peu. Et puis je suis parti. Mais son entourage était révolté. Pourquoi? Il dit qu'il a compris et qu'il sympathisait avec moi. J'ai ri et puis j'ai regardé autour de moi des gens qui s'excitaient mais qui n'avaient aucune qualité ni compétence à faire quoi que ce soit. Alors quand c'est comme ça, c'est comme si Dieu vous disait, le message a été bien perçu 100%. Vous avez été bien compris. Continuez votre route. Alors, monsieur le Premier ministre, j'ai reçu le message 5 sur 5. Il n'y a aucun souci. On est ensemble. L'objectif est clair. On travaille tous pour le Mali. Et si on se comprend, c'est la meilleure façon de rendre service à ce grand pays-là. Alors, vous savez, quand le président Goïta s'est rendu au Burkina Faso, avant d'abord de parler du président, de la visite du président au Burkina, avant de développer les 3 types de terrorisme qui ont été mentionnés par le président et repris magistralement par le Premier ministre, c'est comme s'il me disait, j'ai reçu le message, maintenant il faut regarder comment je vais agir, Keïta. J'ai compris ton message, Keïta. Maintenant, observe ton Premier ministre. Regarde-le. Et c'est là que quand j'ai vu, je vais vous faire partager un peu, le docteur a repris les 3 types de terrorisme dont le président a parlé. Et il allait beaucoup plus loin, il les a développés. Le terrorisme économique, le terrorisme communicationnel et puis le terrorisme armé. Il les a bien développés, vous avez tout suivi. Et je tire mon chapeau au Premier ministre pour ce qu'il a fait. Alors, voilà une information que moi j'ai reçue. L'ancien ministre de l'économie et des finances de la France, Thierry Breton, voilà ce qu'il a écrit. Macron, c'est ce gamin, voilà ce que c'est un ancien premier ministre de l'économie et des finances, hein, Thierry Breton. Bon alors, pour ne pas qu'on dise que Keïta dise du n'importe quoi, j'ai l'habitude de vous montrer quand même les images. Hein. Voilà, c'est de lui qu'il s'agit. Je suis sûr que beaucoup parmi vous
vous avez pu voir ce qu'il a écrit. Donc, je vais lire avec vous. Thierry Breton, ancien ministre de l'économie et des finances de la France, a dit, c'est ce gamin d'imbécile d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Alors donc, les Africains avaient les yeux fermés. Les Africains étaient idiots. Les Africains avaient la tête baissée. Alors, je voudrais que cet idiot de président, ces idiots de président des États colonisés par la France, je parle des présidents actuels, Alassane Ouattara, le plus idiot de tous les présidents, l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, Patrice Talon, l'idiotie par excellence. Alors, tous ces présidents de l'ancienne colonie française, il dit, ils avaient les yeux fermés. Donc les Africains avaient les yeux fermés. Il aurait fallu laisser les Africains continuer de fermer les yeux, les voler et les piller. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est ce que Keïta a toujours dit. Et là, vous comprenez aisément, quand le président Assimi Goïta a dit, il fallait déconstruire tout un système. À Ouagadougou, qu'est-ce qu'Assimi Goïta a dit? Aux côtés de son jeune frère, le capitaine Ibrahim Traoré. Partagez, je vous en prie, vous ne partagez pas. Je sais que beaucoup disent que Keïta, quand on t'écoute, c'est un véritable délice. On t'écoute, on n'a même pas envie que tu t'arrêtes. Je sais que vous aimez, vous appréciez, mais je vous en prie, n'oubliez pas de partager. Je sais que quand je parle, c'est un véritable délice. Je sais que vous aimez ça. Vous appréciez la qualité du son, parce que la voix fait plaisir. La mélodie de la voix vous emballe, ça c'est certain. Sans oublier la mélodie de la voix qui est synchronisée avec les paroles qui sortent. On se laisse bercer tout de suite et on oublie. N'oubliez pas de partager, je vous en prie. Alors ici, la France nous dit, enfin, l'ancien ministre de l'économie, attention, c'est pas n'importe qui, il était ministre de l'économie et des finances. Donc, il avait un rôle éminemment important au niveau de la France, au niveau de la gestion du pouvoir d'État. Les Africains avaient les yeux fermés. Assimi a ouvert les yeux des Maliens. Keïta a ouvert l'esprit des Maliens. Alors, quand je vous dis que très souvent, on discute de Keïta au plus haut niveau en France et en Europe, c'est un pense que je me vante. Les Blancs accordent beaucoup d'importance, c'est vrai, à ceux qui parlent dans nos langues nationales, mais ils se disent, ceux qui parlent dans les langues nationales ne servent que ceux qui entendent cette langue nationale. Mais ceux qui parlent en français, leurs messages vont au-delà de leur pays. Ils touchent plus de personnes que ceux qui parlent dans leur langue. Et au début, je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens étaient focalisés sur Sémi et Nathalie. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui rentrent en ligne. Franklin, c'est vrai, il était dedans, mais c'est maintenant, disons le net. Vous savez que la prise de responsabilité au Mali, au Burkina, au Niger a permis à beaucoup parmi nous de recalibrer nos interventions. Donc, Franklin fait partie de ceux-là. Donc, Kémy et Nathalie, évidemment, c'était les pionniers, c'est ceux qui nous ont dévancés. Mais aujourd'hui, moi, j'ai la possibilité de m'exprimer dans les trois langues, en français, en bambara et en anglais. Mais là, ce qu'il dit, je vous en prie, écoutez. Les Africains étaient idiots. Ils étaient bêtes. On les volait parce qu'ils avaient les yeux fermés, ils avaient l'esprit fermé. On avait couvert les yeux, l'esprit d'un voile, le voile du mensonge, le voile d'un système de pillage et de vol systématique. Là, c'est ce qu'il dit. Il a fallu ce gamin d'imbécile d'Emmanuel Macron, selon ses propres expressions, selon lui,
C'est pas moi qui dis que Macron est imbécile, hein. C'est lui qui dit que Macron est imbécile. C'est ce gamin d'imbécile d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. On va revenir sur cette phrase qui est importante. On va développer. Si la France perd ses colonies, regardez l'arrogance et la stupidité, le mépris et le dégoût. Si la France perd ses colonies, donc la France n'a jamais vu nos États comme étant des États indépendants, des États libres, des États souverains, mais comme toujours des colonies. Deuxième élément de réflexion. Merci à Assimi Goïta, merci au capitaine Traoré, merci au général. Donc Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire n'est pas un État souverain, mais une colonie française jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ce 26 juin 2024, la Côte d'Ivoire est encore une colonie. C'est pas moi, je vous en prie. Voilà, c'est lui qui dit. C'est lui qui dit. C'est lui, c'est pas moi, c'est lui. Donc nous sommes encore, enfin, nous on n'est plus. Donc la CEDEAO est une organisation de colonies. Wow, 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 wow. Il y a beaucoup de révélations dans les propos de ce monsieur, hein. On va décortiquer, je vous en prie. On va diaiser, comme on dit en Côte d'Ivoire. Si la France perd ses colonies, il aurait pu dire si la France perd ses anciennes colonies, si la France perd le Sahel, mais il dit ses colonies. C'est que nous n'avons jamais été indépendants, véritablement. C'est une indépendance de façade. Cette monnaie coloniale, c'est la monnaie de la domination. Si c'est Keïta que vous attaquez, vous n'avez rien compris encore. Le voilà ici, c'est lui qui parle. Pour le moment, je ne fais que présenter, je n'ai pas encore commencé à analyser. Je ne fais que présenter d'abord. Alors, si la France perd ses colonies, soyez sûrs d'une chose, nos enfants, et nos enfants, écoutez bien, nos enfants et arrière-petits-enfants iront en Afrique pour chercher à gagner leur vie. Aïe, 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 Pati Sakana. Quelle confidence. Quelle confidence. On dit Keïta se vante. Ah, les idiots, les ignorants, les pervers et les égarés. Keïta se vante, l'orgueilleux Keïta. N'est-ce pas Keïta qui demande à nos partenaires, non, à nos frères et sœurs, en Europe, aux États-Unis, c'est pas Keïta qui leur dit, préparez-vous à faire votre retour en Afrique. Parce que bientôt, ils vont fuir leur pays pour vous laisser là-bas et puis venir ici. Ça fait, j'ai dit ça fait combien d'années? Vous insultez Keïta. Il a dit, il est le baobab de Dieu planté au sein de l'humanité. Il dit, à moins que ce ne soit pas Dieu qui l'inspire, mais si ce qu'il dit est vrai, vous n'allez pas fermer les yeux, vous n'allez pas mourir sans que certaines de ces vérités se réalisent devant vous. Qui a dit ça? Keïta. Je n'ai pas dit que les petits blancs vont venir ici chercher travail chez nous. Je vous ai pas dit qu'ils vont quitter, mais lui c'est le ministre de l'économie, enfin, un ancien ministre qui sait de quoi il parle. Mais ce jour-là, peut-être que beaucoup ont compris, hé, Keïta. De toute façon, ils ont construit leur pays là. Nous-mêmes, on est là-bas, on dit aussi, mais Keïta, ce que tu dis là, on n'est pas sûr. Hein. On n'est pas sûr s'ils vont quitter leur pays pour venir chercher. Il y a quoi en Afrique et puis ils vont aller là-bas. Ça, c'est pas Keïta qui a écrit. Ça, c'est pas Assimi qui a écrit. Ça, c'est pas le capitaine qui a écrit. Ça, c'est pas le général qui a écrit. Ça, c'est un ancien ministre de l'économie et des finances de la France, qui est vivant. Alors, si la France perd ses colonies, même pas ses alliés, même pas ses partenaires, mais ses colonies, soyez sûrs d'une chose, nos enfants et arrière-petits-enfants iront en Afrique pour chercher à gagner leur vie,
L'immigration changera de camp. L'immigration changera de camp. L'immigration changera de camp. L'immigration changera de camp. Donc, vous les immigrés qui êtes là-bas, j'espère que vous prenez bonne note. Vous qui êtes encore là-bas, j'espère que vous comprenez bien quand Keïta vous dit, commencez à préparer vos bagages à revenir chez vous. Parce que si vous perdez le temps, ceux pour qui vous travaillez là-bas, là, quand eux seront les premiers dans vos pays, là, vous allez travailler pour eux encore quand vous allez revenir. Ou bien vos enfants vont travailler pour eux quand vous allez revenir, parce que vous allez trouver qu'ils sont venus, ils se sont durablement implantés. Et quand vous revenez, puisque vous n'avez rien prévu, vous revenez, vos enfants vont travailler encore pour eux. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Le baobab de Dieu est en train de parler. Écoutez, écoutez. Si eux, ils viennent avant vous pour investir, parce qu'on ne va pas les empêcher d'investir chez nous. Pourquoi on va les empêcher? Puisqu'ils veulent investir en fonction de notre législation en vigueur. Donc, ils ne violent aucune loi. Ils respectent la loi. Ils créent leurs entreprises. Vous revenez plus tard. Soit ce sont vos enfants, vos petits-enfants, qui vont encore travailler pour eux. Et là encore chez vous. Parce que ça va arriver. Si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas en votre capacité, si vous ne croyez pas en votre pays, eux, ils croient déjà. Eux, ils croient déjà. Ils croient déjà. Donc, préparez-vous. Qu'ils ne viennent pas avant vous, parce qu'ils ont déjà commencé au Ghana. Ils ont déjà commencé au Gabon. Ils ont commencé au Maroc. À investir massivement. C'est un conseil de Keïta. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de croire à Keïta. Mais c'est que ça, là. Il a dit, ça fait combien d'années? Plus d'1 an. À peu près 2 ans. Voilà. Un officiel français qui vient reprendre ce que Keïta a dit il y a plus d'1 an. Alors il continue. Macron doit dégager, sinon la France en souffrira. L'Europe doit s'unir. Voilà ce que le général Lecomte a dit et qui est repris par un ancien ministre de l'économie et des finances de la France. Le général Lecomte, voilà ce que il dit. L'Europe doit s'unir pour combattre cette nouvelle vision africaine. Wow. Wow. Si l'un d'entre ces chefs putschistes tombe, les autres tomberont. L'Afrique n'a pas d'histoire, elle ne peut pas gérer le monde. Wow. 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 Vous dites Keïta est arrogant? Ça, c'est quoi? Keïta est orgueilleux? Ça, là. Qu'est-ce que vous avez dit? J'espère que vous serez assez honnête dans votre petite vie de merde, votre petite vie minable, pour reconnaître que l'orgueilleux, c'est pas Keïta. C'est la vérité qui sort de sa bouche qui vous choque, parce que vous n'êtes pas habitué à entendre cette vérité qu'il dit. Et vous estimez, vous croyez qu'il est orgueilleux. Mais si je suis orgueilleux, aïe, 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 aïe. Il y a des endroits quand je vais et que je m'asseye par terre, les gens sont dépassés. On dit, mais c'est pas Keïta, on dit c'est Keïta. C'est Keïta qui est là, on dit c'est Keïta. J'ai dit, qu'est-ce qui vous étonne? Keïta, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, j'ai fait quoi? M'asseoir par terre avec les autres, c'est un crime pour vous? Non. Enfin, pour nous, tu es trop pour faire ça. J'ai dit, je ne suis rien. Je suis un futur cadavre, j'irai sous terre. Pourquoi vous croyez que je ne peux pas m'asseoir à terre, là où je dois rentrer demain après ma mort? Alors, c'est un orgueilleux qui parle comme ça. Une bande d'idiots, d'incapables, d'irresponsables. Je ne suis pas orgueilleux, je suis véridique. Et c'est une vérité que vous n'êtes pas habitué à comprendre et à accepter. Ceux qui me connaissent
vante mes mérites d'homme humble. Et l'orgueilleux que je suis, je donne plus que toute votre petite vie de merde, vous ne serez pas capable de donner. Ce que je donne, vous ne serez jamais dans votre petite vie de merde de donner. Dieu a horreur des orgueilleux, mais Dieu aime Keïta. Alors que toi tu dises qu'il est orgueilleux, il s'en fout. Dieu l'aime quand même. Donc de toi à Dieu. Qui connaît celui qui est orgueilleux? Toi ou bien Dieu? Alors, on va commencer à parler. C'est ce gamin d'imbécile d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux des Africains. Ça, c'est ton problème. Si la France perd ses colonies, soyez sûrs d'une chose, nos enfants et arrière-petits-enfants iront en Afrique pour chercher à gagner leur vie. L'immigration changera de camp. Macron doit dégager, sinon la France souffrira. L'Europe doit s'unir pour combattre cette nouvelle vision africaine. Si l'un d'entre ces chefs putschistes tombe, les autres tomberont. Alors, nous comprenons pourquoi Alassane Ouattara s'acharne à vouloir déstabiliser le capitaine, à vouloir humilier Assimi Goïta. Je vais continuer. Nous avons tous appris récemment à travers le journaliste Iboussi, que vous connaissez, c'est un Malien. Il a interpellé un journaliste togolais qui sur le plateau d'une télé lors d'une émission, il a dit que la BAD aurait refusé un prêt de 47 milliards au Mali. Je crois que c'était l'année dernière. Et que ce prêt devrait servir à éponger une partie des dettes que le Mali doit à la Côte d'Ivoire par rapport à la fourniture de l'électricité. Mais cette dette, soyons certains, ce n'est pas au temps d'Assimi Goïta que cette dette a été contractée. C'était au temps d'Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme. Quand Assimi est venu, Assimi a refusé de reconnaître d'abord dans un premier temps cette dette. Et Assimi Goïta a dit, ce qui a été fait, c'était à l'époque d'Ibrahim Boubacar Keïta. Comme l'administration est une continuité, nous ferons tout pour éponger cette dette. Mais nous n'allons plus accepter ce contrat. Parce que ce contrat volait et pillait le peuple malien. C'est-à-dire les dignitaires de l'ancien régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ce contrat-là, il y avait ce qu'on appelle les rétrocommissions. Assimi Goïta vous a dit une fois, et arrête-moi tes bêtises là. Assimi Goïta nous a dit une fois, clair et net, que si vous regardez certains contrats, que certains de nos enfants, quand il dit nos enfants, c'est des gens qui sont plus âgés que lui, mais il parle des enfants du Mali. Quand vous regardez ce contrat, et vous voyez que ce sont les enfants du Mali qui sont en train d'égorger le Mali et vider le Mali de son sang. Il y a des contrats, quand vous regardez ces contrats, vous vous posez la question, comment un Malien digne de ce nom peut faire ça? Assimi Goïta, une fois, a fait cette révélation. Et le contrat d'EDM est dedans. L'EDM était la vache au lait de certains politiciens. Et ils ont décidé, Assimi a décidé de mettre un terme à la gabegie. Souvent, les gens pensent que c'est par rapport au renversement du pouvoir que la Côte d'Ivoire a décidé de suspendre. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec. Assimi Goïta a refusé. Il dit, je ne reconnais plus ce contrat-là. Je le refuse. Alors, vous savez ce qui me fait mal? Le voleur volé. Le voleur, Alassane Ouattara est le plus grand voleur de toute l'histoire de l'humanité et de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est le monsieur, quand il est venu au pouvoir, je reviens avec ce monsieur, hein. On n'est pas en train de s'égarer, hein. C'est ceux qui ne connaissent rien qui pensent qu'on entend un peu hors sujet. Alors ceux-là, il faut les laisser. On est plein dans le sujet ici. Parce que, il dit, c'est ce petit Dieu de Macron qui a ouvert les yeux des Africains. Parce qu'il y a eu des renversements de pouvoir. Et il a fallu Assimi Goïta au pouvoir pour que nos yeux s'ouvrent sur ce fameux contrat. Il y en a plusieurs.
Il y a plusieurs. Je dis, mais il y en a plusieurs. Mais j'ai volontairement choisi celui de la Côte d'Ivoire. Ce fameux contrat entre l'EDM et la CIE de Côte d'Ivoire. Donc, ce que nous disons ici s'inscrit dans cette logique, dans cette dynamique de ce que cet idiot-là a dit. Alors, Assimi Goïta regarde le contrat, il dit, mais attendez, combien de mégawatts le Mali consomme par an? On regarde, on dit, mais attendez, ce que nous consommons ne vaut même pas 20 milliards, autour de peut-être 15 à 18 milliards. Pourquoi on doit payer alors 30 milliards? Ce qu'on consomme ne vaut même pas 20 milliards. Alors pourquoi on doit payer 30 milliards? Et Assimi Goïta, il regarde, il se rend compte que il y a des rétrocommissions, c'est-à-dire il y a des Maliens qui sont en étroite collaboration avec les autorités ivoiriennes, qui eux aussi gagnent dedans. Donc, le Mali était grand perdant. C'est une des raisons que Assimi a évoqué. Il dit, il faut renégocier le contrat. Alors, le criminel président, le voleur président, l'assassin président, l'idiot président, le menteur président, le despote président, l'indécent président, l'immoral président Alassane Ouattara refuse que le contrat soit renégocié. Mais alors, regardez ce qui se passe. Lui-même, quand il arrive au pouvoir, il demande à Kaba Niali, qui était ministre de l'économie et des finances, rattaché à la présidence. Parce que Alassane Ouattara était président de la République et ministre de l'économie et des finances quand il venait au pouvoir. Soro Guillaume était premier ministre et ministre de la Défense. Donc Kaba Niali est celle qui gérait l'économie et des finances directement rattachée à la présidence. Si les Ivoiriens croient que je suis dans le faux, je vais chez l'Ivoirien dire de ce nom qui saute. S'il est vraiment né d'une femme et d'un homme capable de me contredire, je l'attends au tournant. Alors, Kaba Niali a cassé un certain nombre de contrats pour les redistribuer à qui? Aux enfants d'Alassane Ouattara. Sa fille Catherine et son mari ont bénéficié d'un contrat par rapport au port d'Abidjan. D'autres contrats. J'ai une dame là qui m'envoie chaque fois. Elle était responsable d'un département au Bénin. On lui a demandé d'accorder un contrat au fils d'Alassane Ouattara. Elle a refusé. Elle a dit, moi dans quelques mois, moi je vais à la retraite. À cause de Dieu, je voudrais être déchargé de ce dossier-là. Elle a été déchargée du dossier. La personne qui a eu le dossier en main a donné. Vous allez au Bénin en Côte d'Ivoire. Je mets n'importe quel Ivoirien. Je mets le directeur du Bénin au défi de prouver qu'Alassane Ouattara n'a pas cassé. Et aujourd'hui, des contrats sont donnés à volonté et à souhait à la famille d'Alassane Ouattara. Donc lui, il se donne le droit de casser des contrats. Et l'État du Côte d'Ivoire va payer. Parce que quand vous cassez un contrat, c'est pas renégocier, c'est différent. Assimi Goïta a demandé la renégociation. Assimi Goïta n'a pas cassé le contrat. Il dit, il faut renégocier. Alors, Ouattara, quant à lui, il a cassé le contrat. Quand vous cassez le contrat unilatéralement, vous devez payer des indemnités. Puisque ce n'est pas lui, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara dit, il s'en fout. Que l'État de Côte d'Ivoire paye les indemnités. Mais tous les contrats cassés ont été donnés à la fille d'Alassane Ouattara, au fils d'Alassane Ouattara, aux enfants de Dominique Ouattara, à l'entourage proche d'Alassane Ouattara. Et à ceux qui l'ont aidé à accéder au pouvoir, tels que les Arek Diabaté, l'ancien premier ministre qui est mort, le ministre Ahmed Bagayoko, la famille d'Ahmed Bagayoko, tous ont bénéficié des largesses d'Alassane Ouattara, et tous sans exception. Adama Bitogo, et tous, dont les contrats ont été cassés et redistribués à souhait à l'entourage d'Alassane Ouattara. Alors, chez nous au Mali, nous disons, nous voulons renégocier parce qu'on ne peut pas accepter de payer ce que nous ne consommons pas. Assimi Goïta dit, nous allons payer uniquement ce que nous consommons. Alors, vous dites que vous êtes un pays riche. Vous êtes un pays avec une façade maritime. Vous avez tout. Vous vous vantez. Nous, on est pauvres. Comment le riche peut voler le pauvre? Et vous n'êtes pas gêné dans votre âme. Vous n'avez aucune moralité, aucune crédibilité. Si lui, Alassane Ouattara, était véritablement un musulman, qui craint Dieu, qui a l'amour de la sagesse, l'amour de la moralité. Alassane Ouattara
aurait dû, lui, le premier, dire à Ibrahim Baka Keïta, je ne suis pas d'accord avec ce contrat qui vole le Mali, qui est un pays enclavé, désertique et pauvre. Je veux renégocier le contrat, que le Mali paye ce que le Mali consomme. Voilà comment un musulman digne de ce nom aurait réagi. Mais nous nous souvenons du slogan « Je suis du Nord, musulman, voilà pourquoi on ne veut pas que je sois candidat. » Mais tu es musulman, tu es du Nord, et puis tu voles un pays comme le Mali. Pourtant, considéré selon vous comme un pays pauvre. Alassane Ouattara, tu n'as pas honte. Qu'est-ce que Dieu peut te faire, Alassane Ouattara? Moi, je réfléchis souvent, et puis je regarde, je dis, mais attendez, je ne souhaite pas. Réfléchissez un peu ce que Amadou Gon Coulibaly. Vous croyez qu'Amadou Gon Coulibaly, là, après sa mort, là, vous croyez qu'il est dans les bords? La guerre vous a pas dit, elle ne vous a pas dit que sa tombe a pris feu après son enterrement. Bon, Ahmed, au moins, lui, sa tombe n'a pas pris feu. Même s'il a des comptes d'Aran avec Dieu. Alors, c'est ça. La CEDEAO n'a jamais dit à la Côte d'Ivoire, ce que vous faites au Mali, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est un pays enclavé. Et vous faites payer à ce pays ce que ce pays ne consomme pas. Alors que la CEDEAO, dans ses dispositions, dans la charte additionnelle, parle de la bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance combat la corruption. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Rien. Elle a fermé les yeux. Alors, vous comprenez la colère de Thierry Breton, qui insulte Macron d'imbécile et qui dit que la France va souffrir. Parce que ce sont les bêtises de Macron qui ont ouvert les yeux des pays de l'AES. Mais il est tellement idiot, il croit que quand il va dire l'Afrique, on ne verra pas clair dans son jeu. Il ne s'agit pas de l'Afrique puisque la France n'a pas colonisé toute l'Afrique. Mais il s'agit de certains pays de l'AES. Il a dit ça pourquoi? Parce que le contrat d'Orano a été tout simplement annulé. Le Niger a refusé de reconduire, de renouveler le permis d'exploitation de l'uranium par Orano, qui est une entreprise française. Le Mali a chassé la France du nord du Mali parce que les soldats français se livraient au pillage de nos ressources naturelles, particulièrement l'or dans le nord du Mali. Le Burkina a chassé la France. On nous a fait croire que nos pays sont pauvres, nos pays sont désertiques, rien de bon ne peut pousser dans nos pays. Aujourd'hui, le Burkina produit quoi? Le cacao, le café, le blé. Tout ce qu'on a dit qu'on ne peut pas produire chez nous, le Burkina a fait l'expérience et est en train de faire la culture de masse, la production de masse. Alors, il dit, on a ouvert nos yeux. Nos yeux étaient fermés. Mais pendant combien de temps? On dit on peut tromper le peuple une fois, mais on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Il faut être assez idiot pour croire que nos États allaient rester indéfiniment entre les mains de la France pour être pillés et volés. Et jamais nous n'allons avoir le courage de nous révolter. Jamais nous n'allons avoir le courage de dire trop c'est trop. Maintenant, il demande à l'Europe de s'unir. C'est-à-dire lancer une opération militaire contre nos États. Vous ne partagez pas beaucoup, alors que ce que nous sommes en train de développer, même si nous savons que ce qu'il dit a très peu de chances de réussir, mais il est important que tout le monde soit informé de ce qui est dit, de ce que la France est en train de dire. Donc, je vous demande pardon que chacun, 100 personnes,
Je demande à 100 personnes de partager 5 fois. Ça fait 500 personnes. C'est ça? 100, 5, ça fait combien? Je vous en prie. 100 personnes, partagez 500. Alors, 5, qu'on appelle 5, 5, ça va faire à peu près 500. Alors, ici, 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 ce qu'il dit. Il demande à l'Europe, comme le général Lecomte l'avait dit, il faut recoloniser l'Afrique. J'aurais bien voulu intituler mon intervention la recolonisation du Sahel. Si les gens les administrateurs des différentes plateformes qui prenaient mes interventions, hein, si vous allez les publier sur votre plateforme, dites la recolonisation du Sahel par Thierry Breton. Retenez son nom. Thierry Breton veut recoloniser le Sahel et demande à l'Union européenne de lancer une opération militaire. Maintenant, il y a quelque chose de très subtil dans les propos qu'il a tenus. Vous allez insulter Keïta encore. Oh, alors, ça c'est Dieu donné ne vous fâchez pas avec Keïta. C'est le baobab de Dieu. C'est l'élévation, c'est la compréhension. Il est le meilleur dans son domaine. Il dit, il va falloir que l'Europe doit s'unir pour combattre cette nouvelle vision africaine. Mais alors, comment cela va se faire? Est-ce que l'Europe va venir intervenir ou l'Europe va utiliser, selon mon jeune frère, le capitaine Ibrahim Traoré, les valets locaux, les esclaves des salons? Évidemment, les valets locaux, Alassane Ouattara, l'esclave des salons, Patrice Talon. Ils ne sont pas les seuls. La Mauritanie, l'Algérie sont tous impliqués. Le Nigeria. Aujourd'hui, Tinubu a plus de problèmes que vous ne pouviez l'imaginer. C'est pourquoi on n'entend pas Tinubu. Mais il a donné une partie de son pays qui fait frontière avec le Sahel pour que la France et les États-Unis installent leur base de drones, base militaire pour déstabiliser le Sahel. Alors vous croyez que la déstabilisation dont nous parlons tous les jours, c'est pourquoi c'est vrai que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, dans une vision, m'a dit qu'il m'a compris. Mais je voudrais dire que ça ne sert à rien autour de notre Premier ministre que des gens s'agitent bêtement, inutilement, parce que c'est aujourd'hui, voilà la réalité qui est là. Et quand le président Assimi Goïta a parlé des 3 enjeux, les 3 défis dans le Sahel, des défis géostratégiques, géoéconomiques, géopolitiques, c'est pas ça qui est là. Alors, vous croyez, quand vous regardez Assimi Goïta parler ainsi, c'est un soldat, c'est pas un politicien. Mais comment ce soldat arrive à décrypter avec une aisance les enjeux dans le Sahel par rapport à certaines puissances? Donc ici, quand il dit l'Europe doit s'unir, mais l'Europe est déjà dans le Sahel. Nous avons chassé l'Europe. L'Europe quitte le Mali. L'Europe quitte le Burkina. L'Europe quitte le Niger. Mais croyez-vous réellement que l'Europe est partie pour autant du Sahel? Non. Non. L'Europe, à travers l'OTAN, a signé 2 accords, 2 protocoles d'accord. Les 2 protocoles d'accord avec la CEDEAO, l'OTAN a signé un protocole d'accord. L'OTAN a signé notre protocole d'accord avec le G5 Sahel. Ce n'est plus G5, mais le G2 Sahel. Alors quand il dit l'Europe doit s'unir, il parle de l'OTAN. Comme l'OTAN l'a fait en Côte d'Ivoire, comme l'OTAN l'a fait en Libye. Donc l'OTAN, au nom de l'Europe, peut intervenir. Alors maintenant, les journalistes terroristes, les médias terroristes, dont l'objectif
Commencez à comprendre ici ce que je suis en train de vous développer ici. Pour l'instant, il n'y a pas un être humain sur terre qui va vous parler ainsi, à l'exception du baobab de Dieu. Je répète, il n'y a pas un être humain sur terre, un futur cadavre comme vous et moi, qui va vous développer tel que je le fais. C'est le baobab de Dieu seul qui peut faire ça. Peut-être que les autres vont faire, mais pour l'instant, je suis le seul. Donc prêtez une oreille, s'il vous plaît. Ici, les médias terroristes sont mandatés pour salir l'image de nos présidents, pour salir l'image de nos forces armées et de sécurité. Ces médias terroristes travaillent avec des ONG terroristes, tels que Human Rights Watch, tels que Amnesty International, qui pour moi, jusqu'à preuve du contraire, sont des ONG terroristes. Keïta vient d'ajouter une nouvelle liste à la liste qu'il a toujours dévoilée. Les médias terroristes et des organisations non gouvernementales terroristes, des ONG terroristes, c'est-à-dire Human Rights Watch, Amnesty International, qui sont des organisations de déstabilisation, d'intoxication, de manipulation et de désinformation. Donc ces organisations-là sont des organisations terroristes au même titre que Al-Qaïda, que Al-Shabaab, que Boko Haram. Alors ceux-là, regardez la stratégie de Thierry. Prêtez une oreille attentive. Ce n'est pas pour rien qu'ils sortent pour parler. Il y a eu d'abord un général Lecomte. On l'a recadré, on est sorti. Donc on a étouffé sa communication dans l'œuf. Mais on est resté vigilant. Maintenant, c'est un politicien, un ancien ministre de l'économie et des finances qui parle. Donc, il faut étouffer et tuer sa communication dans l'œuf. De sorte que nous puissions avoir en esprit les organisations, les ONG terroristes, les médias terroristes, pour combattre leur narratif. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Quand il dit l'Europe doit agir, ça veut dire tout simplement que il faut que ces ONG terroristes commencent à produire de l'intoxication, la désinformation, la manipulation, pour que l'Europe monte au créneau au niveau des Nations Unies, au niveau de la Cour pénale internationale, et donner mandat à l'OTAN pour intervenir dans nos États. Mais cela sera beaucoup compliqué parce qu'aujourd'hui, le Mali est en train de finaliser un accord de défense avec la Russie. Soyons sérieux, faut pas en se blaguer. C'est vrai que notre armée monte en puissance. Mais nos trois États réunis, on aura besoin de moyens logistiques et de renseignements pour combattre l'OTAN. Donc, en ayant des accords de défense avec la Russie, on aura les informations que nous ne pouvons pas avoir à notre niveau. On aura les logiciels, on aura les armes et les munitions parce que la Russie a dit, et à travers ce que la Russie a dit, Vladimir Poutine, et je vous dis, je vous mets au défi très bientôt, Vladimir Poutine risque de programmer une visite en Afrique. Il ne l'a pas encore fait, mais je crois qu'il va programmer bientôt une visite en Afrique. Poutine viendra ici. Pour la simple raison qu'il allait en Corée du Nord finaliser l'accord de défense. Il allait au Vietnam finaliser l'accord de défense. Ce sont des pays qui ont peur. L'Occident a peur de ces pays-là. Les Américains créent ces deux pays. Et Poutine va leur dire, je suis prêt à vous donner toutes les armes dont vous avez besoin pour combattre ceux qui veulent vous attaquer. Vous avez vu sa visite en Corée du Nord. Il y a eu un tollé. Au Vietnam, les Américains sont montés au créneau. Vous avez donné des armes à l'Ukraine pour attaquer la Crimée. Je vais leur donner des armes pour vous attaquer. C'est ce qu'il a dit. Cuba, ça a été la même chose. Venezuela, c'est la même chose. Alors vous croyez que nous allons rester en reste? Au regard de ces choses qui se préparent, nous sommes et nous allons continuer
ce combat-là. Donc ici, quand Thierry dit, l'Europe doit s'unir. À travers l'Europe, vous devez voir Amnesty International, Human Rights Watch et l'OTAN. Pour que l'OTAN puisse intervenir, Ibrahim vous a dit dans la cour de la RTB comment l'image de Laurent Gbagbo a été salie par les médias terroristes. Comment l'image de Gbagbo Laurent a été salie. Comment cela a servi de moyen pour que l'OTAN attaque la Côte d'Ivoire. C'est à cela que Patrice Talon voulait travailler au Niger. Le général a été clair, Nicéphore Soglo, Boni Yahi, deux anciens présidents du Niger et du Bénin. Le général a dit, je n'ai aucun problème avec le peuple béninois. Je n'ai aucun problème avec vous, monsieur le président. Je vous respecte. Mais le voyou que vous avez à la tête de votre pays. Et quand ils sont allés voir le général, qu'est-ce que vous croyez que le général a fait? Le général a sorti parce qu'il y a eu des séances closes. Cela n'a pas été filmé. En général, quand il y a des rencontres comme ça, même Assimi Goïta et le capitaine, les deux ont parlé, mais ça c'était, toutes les caméras étaient dehors, même les délégations étaient dehors. À des moments, quand les présidents vont en visite comme ça, il y a des tête à tête. Il n'y a ni caméra, ni personne. Les deux parlent entre eux. Et Assimi Goïta et le capitaine ont parlé longuement, les deux, à tête. Ensuite, les délégations sont entrées avec la caméra. Ça a été la même chose avec Nicéphore Soglo, Boni Yahi. Le général, caméra, délégation, tout le monde est sorti. À l'exception de, je crois, Lamine Z, et puis le général Toumba, je crois. Le général, ils ont sorti tous les documents. Toumba a sorti les documents, il a donné aux choses. Voilà les preuves irréfutables qui ne peuvent pas nous permettre d'ouvrir notre frontière. On veut le faire. Mais aujourd'hui, regardez ce que Talon a fait de votre pays. Les images satellites. Quand je vous ai dit que le satellite du Mali travaille pour les trois pays, peut-être que beaucoup n'ont pas compris. Les images satellites que le Niger a, vous croyez que le Niger a reçu ces images satellites-là comment? Qu'est-ce qu'Assimi vous a dit? Il n'a pas dit que nos services de renseignement travaillent en intelligence, partage d'informations. Mais le Mali a plus de logiciels aujourd'hui puisque le Mali est plus avancé dans sa transition que le Burkina et le Niger. Donc le Mali a pu avoir un certain nombre de logiciels que les autres n'ont pas. Le Niger est en train de s'équiper, le Niger n'a pas fini, le Burkina est en train de s'équiper, le Burkina n'a pas encore fini. Mais le satellite du Mali qui est en orbite, là, travaille, vous croyez que c'est un satellite gratuit, il va pas travailler. Mais il travaille. Le satellite fournit des informations. Le satellite espion a regardé du côté de Niamey. On a vu ce qui se passe, on a vu les mouvements de troupes. Ce sont ces images-là qu'on a montrées à Boni Yahi, à Nicéphore Soglo. Voilà ce que Patrick... C'est-à-dire que les gens pensent que nous sommes encore des... C'est pourquoi ce petit Dieu de Thierry là, quand il comprend rien. Les gens pensent que... C'est-à-dire que nos présidents là, ils sont comme ils sont venus au pouvoir puis ils sont assis comme ça. Leur travail, c'est l'intelligence. Ça veut dire quoi? Le renseignement. C'est le renseignement. C'est le renseignement. La force de nos pouvoirs en place dans le Sahel, c'est le renseignement. Et le renseignement est la meilleure arme qui puisse maintenir un pouvoir en place. Le renseignement. Vous passez à côté du renseignement, vous êtes tombé. Pourquoi la France faisait les coups d'État à nos chefs d'État? Parce que nos chefs d'État n'avaient aucun renseignement. Puisque c'est la France qui sous-traitait les renseignements. C'est pourquoi les coups d'État étaient comme des pains qui se vendaient. Mais aujourd'hui, la France ne peut pas. Parce qu'il a dit, si un tombe, les autres vont tomber. Donc, en d'autres termes, il faut chercher à neutraliser, à assassiner. Donc, un ancien ministre français demande l'assassinat de nos présidents. Mais nous n'avons jamais demandé d'assassiner un président français ou européen. On dit, laissez-nous vivre notre pauvreté. Laissez-nous vivre notre vie. Alors pourquoi maintenant je voudrais que vous et moi comprenions ceci. Pourquoi c'est difficile pour la France? Donc, la prospérité de la France vient
du vol et du pillage de l'Afrique, de nos États. Maintenant, la France reconnaît publiquement devant le monde qu'elle ne peut pas vivre sans nous. Mais pourquoi vous voulez nous attaquer pour voler nos ressources? Pourquoi vous ne venez pas en partenaire gagnant-gagnant? Vous gagnez, nous on gagne. Vous croyez que nous allons retourner encore en esclavage? C'est pas possible, mon petit. C'est pas possible. Alors, vous commencez à comprendre que l'équipement que nos militaires, après avoir acheté un certain nombre d'équipements militaires par rapport au terrorisme, la nouvelle vague d'armes que nous recevons, ce sont les armes de longue portée, des armes qui peuvent frapper n'importe quelle capitale en Afrique de l'Ouest. Pourquoi nous voulons ces armes-là? Voilà la réponse. Pourquoi nous n'allons, parce que aujourd'hui là, ils veulent nous pousser à aller à des élections bidons, ce qu'ils appellent un retour à l'ordre constitutionnel. Nous, on n'ira pas. Le capitaine a 5 ans, Assimi a 5 ans, le général, on n'a même pas encore déterminé combien d'années il va faire. Nous, on n'ira pas. Il n'y a pas d'élection tant qu'on n'a pas fini. Alors, voilà des menaces. Voilà. Alors, donc, imaginez un peu qu'on organise dans la précipitation des élections. Et puis, une marionnette vient au pouvoir. Alors, est-ce que vous pensez que cette marionnette-là peut résister à la pression de l'Europe? Non, répondez. Est-ce que vous pensez que s'il y a une marionnette à la tête de nos États, cette marionnette-là peut résister à une telle pression? Elle ne peut pas. Donc, on a besoin de nos militaires pour profondément enraciner notre souveraineté. Et tout président qui viendra saura qu'il n'a pas le choix que de faire la volonté du peuple. Ça, ce n'est pas de l'amusement. Ça, on prend acte. Ça. Mais contrairement, je vous amène maintenant ici, avant qu'on ne commence, je vais d'abord, voilà, attendez, je vais revenir, voilà, attendez, hein, je vais vous, attendez, ici, voilà, on va écouter ça. Pour la population et pour le gouvernement. On va écouter. Pour nous, c'est important parce qu'on a besoin du Sahel. C'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Notre intérêt est très fort. C'est pas une question de principe, c'est une question d'intérêt, de travailler ensemble parce qu'on a vraiment devant nous un futur dans lequel on sera ensemble. On doit travailler dans ce moment. Autrement, on va faillir sur tous les fronts et c'est l'intérêt de l'Union européenne et du Sahel. À la fin, on doit s'aider. Je le dis toujours, par exemple, récemment à Kazouane, je dis aidez-moi à vous aider et nous devons nous aider parce que c'est quelque chose sur lequel, si on ne partage pas les problèmes et les solutions, on va faillir complètement. Alors, je m'arrête ici et je pense que c'est vrai que les Nations Unies sont importantes, mais c'est vrai aussi que l'Union européenne peut offrir encore aujourd'hui, dans ce monde complexe, encore des solutions qui sont surtout durables, et la durabilité est le défi énorme de ce siècle pour moi, durable et aussi peut être constructive pour quelque chose qui va vraiment déliner et désigner les futurs globaux. Bon, ici, la dame qui parle, ils sont à Genève. C'est ce que j'ai appelé l'offensive diplomatique du Sahel. Le ministre des Affaires étrangères et des Maliens établi à l'extérieur, son Excellence Abdoulaye Diop, et le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, et puis je crois que l'ambassadeur, c'est l'ambassadeur du Niger sur place qui a effectué le déplacement, et c'est avec ces 3 personnalités que cette rencontre est en train de se dérouler. Alors, contrairement à la France qui veut voler et piller, le chien ne changera pas sa façon de s'asseoir. L'Union européenne, si j'en crois à cette rencontre, veut avoir des relations gagnant-gagnant avec les 3 États du Sahel. Elle le dit, c'est une question de survie. Parce que les 3 pays réunis
on a dans notre sous-sol le tiers des ressources naturelles de toute l'Afrique. Évidemment, la Guinée, le Congo, l'Afrique du Sud. Mais les trois pays réunis, on a le tiers des ressources naturelles de toute l'Afrique, les trois pays réunis. On a parlé de la Guinée parce qu'on a fait une prospection. On parle du Congo parce que déjà, il y a une certaine exploitation. Mais le Mali n'a jamais été exploité. Le Burkina n'a jamais été exploité. C'est maintenant que le Niger, l'exploitation commence. Donc alors, faites-vous une idée. Rostom, l'entreprise russe qui est en train de faire la prospection au Mali. Les premières données vous coupent le souffle. Ce qu'on a découvert, c'est énorme, mais pourtant ce n'est pas encore officiel. Vous allez dire comment Keïta, tu le sais? Je vous ai toujours dit laisser ces choses-là, Keïta. Le Burkina a demandé aussi qu'on vienne faire la prospection. La même entreprise russe viendra faire la prospection aussi au Burkina Faso. On n'a même pas encore fini de faire la prospection complète et totale de nos ressources. Déjà, on peut se dire que de loin, nous sommes les seuls. Et il y a ceci. On va revenir à ça, hein, ne soyez pas pressés. On va revenir ici. Mais avant, je vais vous faire écouter ceci d'abord. Avant, je vais vous amener ici. Je veux vous amener à écouter ceci. Et ça, on va écouter ça. On va écouter. Alors, voyez-vous, nous sommes extrêmement patients, mais des patients actifs. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, qu'est-ce 40 ans dans la vie des peuples quand le monde compte des milliards d'années d'existence? Nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Ces hommes-là, vous croyez qu'on ne les a pas? C'est Assimi Goïta, c'est le capitaine Traoré, c'est le général Tiani, qui est en train de transformer le pétrole brut du Niger en carburant et dérivé. Le général Tiani. En quelques mois au pouvoir, on produit le gasoil, et puis le super, sans plomb, et puis tous les autres dérivés, le goudron et autres. Il a dit, le capitaine a dit quoi? Nous allons nous autosuffire. On cultive, on produit nous-mêmes. On transforme, on produit, on transforme. Est-ce que la transformation n'a pas encore commencé? Le Mali a posé la première pierre, le Burkina a posé la première pierre, le Niger a déjà commencé. Ça, ce n'est pas. Quand nous aurons à discuter en ce temps-là, quand ils auront à discuter en ce temps-là du coût de l'acier, non pas de minerai de fer, bien alors, il y aura un langage qui sera compris, le langage de l'intérêt commun. Ok. Vous avez compris? Le langage de l'intérêt commun. Je vous ramène encore ici. Si on parle du langage de l'intérêt commun, alors, ici, n'est-ce pas ce que la dame a dit? N'est-ce pas ça ici? Global, c'est seulement le Sahel, dans l'Afrique, une petite région qui représente seulement son territoire. C'est un territoire sur lequel on va jouer le futur global. Merci beaucoup. Vous avez compris? Elle reconnaît que le Sahel, peut-être c'est pas trop grand pour toute l'Afrique, mais le futur de l'Afrique va se jouer dans le Sahel. Alors, que ces mots mal élevés 1000 fois, quand Keïta dit que le Sahel va déterminer l'avenir du monde. J'espère que vous retenez tout ce que Keïta dit. C'est cette femme-là, elle me connaît. Est-ce que moi j'avais une idée qu'il y avait ça? Je vous ai dit que l'avenir du monde va se jouer dans le Sahel. Elle vient de répéter ça. L'avenir du monde va se jouer dans le Sahel. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire quand vous attaquez à Keïta. On va écouter maintenant. Merci beaucoup, Emmanuel. Je crois que tu as mis disons, un certain nombre de points que je peux utiliser On va écouter, pour le débat. Et je dirais qu'on pourrait, disons, faire en sorte, en premier lieu, de clarifier de manière à ce que tout le monde sache un peu plus quand on sort. On va écouter, l'idée de base, la réalité de base, de quoi on parle quand on parle de l'Alliance de Sahel. Okay. Non seulement son origine
en antithèse de quelque chose, mais aussi pour faire quelque chose. Parce que souvent, la connaissance, c'est limité à la première partie. D'ailleurs, avec une connaissance parfois un peu superficielle. Ici, ce qui est intéressant, il faut dire bravo à nos présidents, il faut dire bravo à nos ministres de l'économie et des finances, à travers cette offensive diplomatique pour aller expliquer ce que c'est. Alors, en faisant cette offensive diplomatique, le général Lecomte, qui compte sur l'Europe, l'idiot de Thierry là, qu'on vient de lire, son poste là, déjà, l'Europe ne s'inscrit plus dans une logique de belligérante, prendre les armes pour attaquer des pays souverains. Et c'est à la capitale, dans la capitale, au niveau de la capitale, à l'intérieur de la capitale de l'Union européenne, que nous sommes en train de mener cette offensive diplomatique. On n'a pas seulement ouvert nos yeux, nous n'avons jamais eu les yeux fermés. Mais c'est parce que on avait des présidents à qui on avait mis une arme à la nuque. Des bénis oui, des bénis non. On n'a jamais eu les yeux fermés en Afrique. Alors ces imbéciles-là nous insultent. Mais aujourd'hui, cette offensive diplomatique permet de recadrer, de redéfinir, et parce que il faut écouter. Je vais vous laisser écouter jusqu'à la prise de parole du ministre Abdoulaye Diop. Je vais vous laisser écouter. Mais ça, c'était quand même assez clair, disons, assez évident sur le plan au moins de la communication simple. Par contre, pour faire quoi? Et notamment maintenant que, disons, le débat interne est en train d'évoluer sur la question d'abord alliance de défense et de sécurité, mais de plus en plus alliance avec d'autres ambitions, y compris celle d'une intégration économique. Dernière discussion des ministres de l'économie et des finances des trois pays. Déclaration très récente aussi lors de la visite bilatérale du président du Mali au Burkina, où disons, il y a toutes des... Alors, vous avez vu, ici, il dit, nous sommes partis d'une alliance de défense sécuritaire. C'était lié à l'intention de la CEDEAO de vouloir attaquer la République sœur du Niger. Et aujourd'hui, on parle d'intégration économique, d'intégration monétaire. Ici, alors vous commencez à comprendre que l'affaire de la monnaie, regardez l'intelligence de nos présidents. Regardez la subtilité de nos présidents. Ils veulent pas se précipiter pour faire sortir une monnaie. Mais ils prennent le temps de préparer les esprits. Ils prennent le temps pour déblayer le terrain. Quand la monnaie va arriver, on va pas la taxer. Parce que ce qu'ils veulent faire, les autres, c'est de salir l'image de la monnaie quand elle va sortir. Et quand elle va sortir, quand vous allez salir la monnaie, un certain nombre de pays voudront dire, on ne veut pas échanger avec cette monnaie-là. En tout cas, dans les premiers jours, le temps qu'ils se ressaisissent. Mais, aujourd'hui, avec cette offensive diplomatique, on met carte sur table et on dit tout. On est souverain, on a pris des décisions souveraines, on veut avoir notre monnaie souveraine, on a une politique souveraine, on a une diplomatie souveraine, on assure nous-mêmes de façon souveraine la sécurité de notre territoire et de nos populations. Donc, cette souveraineté, elle va s'élargir au niveau monétaire. De sorte que les gens soient prêts à comprendre que cette alliance, ils savent où ils vont. Et maintenant, au regard de ce que nous allons développer comme offensive diplomatique, celui qui conçoit qu'il peut être partenaire avec nous, cette personne, cet État sera le bienvenu. Ceux qui vont dire non, c'est à leur risque et péril. Parce que tôt ou tard, ils vont revenir parce que nous, Assimi l'a dit, le capitaine l'a dit, le général, il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas de retour possible. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que de travailler avec nous en respectant nos exigences souveraines, nos priorités souveraines, nos défis souverains. On va continuer d'écouter. Oui, jusqu'à parler d'une intégration régionale en termes économiques, de monnaie commune des trois pays. Et donc,
Alors, Donc, vous voyez, je voudrais, dans ce premier tour de table, avec l'aide des discussions, si je peux dire ainsi, voir un peu et faire un état des lieux sur on vient d'où et on va où, pour voilà. quelle raison. Puis après, on pourra essayer de entrer un peu plus dans Celui qui parle, je vais vous le disons, présenter. dans des éléments, disons, sectoriels de faisabilité, et surtout de voir ça à la lumière d'une réalité. Emmanuel le disait très clairement, aujourd'hui, le monde est fracturé, mais ce qui se passe dans un endroit qui peut sembler important pour certains ou moins pour d'autres, a quand même une valeur globale. Hein, non seulement en soi, mais en particulier dans la relation, ce qu'on appelle de manière un peu superficielle, Nord-Sud. Et donc, tout ce qui se passe, ce n'est pas seulement une question des trois pays. Ok. Vous en êtes conscient. Ok. C'est aussi, disons, une proposition, c'est aussi une vision, c'est un peu quelque chose. Donc, ce que vous faites, et c'est pour ça que je mets l'accent sur la partie pour, hein, et non pas sur la partie contre, qui est important. Donc voilà, moi, ça c'est disons, la première approche que je vous suggère, et passer la parole à toi pour live. On va écouter le ministre Abdoulaye maintenant. Merci beaucoup Stéphano et merci surtout à Jean-Paul Carteron de nous donner l'occasion d'être associé à ce débat. Et je remercie toutes les personnes qui sont venues ici pour pouvoir engager une discussion avec nous et je remercie Emmanuel Del Rey aussi d'avoir introduit avec la perspective de l'Union européenne. Je pense que ce qui est important pour nous, États du Sahel, avec mon collègue de l'Alliance des États du Sahel, avec mon collègue du Burkina et puis l'ambassadeur du Niger, c'est de pouvoir donner quelques clés de compréhension de ce qui se passe dans cet espace, qui lui-même aujourd'hui fait l'objet d'une telle désinformation que les gens n'ont vraiment pas le temps d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. On est pour, on est contre, on se prononce, on se positionne, mais je pense qu'il faut avoir les clés de lecture qui me semblent être importantes. D'abord, le premier élément, c'est d'abord sur le Sahel. Parce que je vois que le titre, c'est les États du Sahel. Il faut comprendre que les États du Sahel ne sont pas que les 3 États du Sahel ou même ceux qui étaient appelés avant le G5 Sahel, mais que le Sahel comprend du Sénégal jusqu'à la Somalie et le Maroc, la Libye, d'autres pays font tous partie de ce Sahel où il y a un continuum humain, géographique, géopolitique, etc. Donc il faut comprendre. Merci Bala Moussa, merci beaucoup. Maintenant, pour ce qui concerne l'Alliance des États du Sahel, il a parlé de la partie contre. La partie contre aide seulement à comprendre le contexte. Le Mali, le Burkina, le Niger sont tous des pays en transition. C'est des pays qui ont eu aussi un différend très profond avec le reste des pays de la CEDEAO pour comprendre le sens de ce qui est en train de se passer dans nos États, qui est une crise très profonde qui dépasse juste le label de coup d'État, parce que si on prend le Mali, le Burkina, aujourd'hui, ce sont des pays qui avaient perdu entre 40 et 60% de leur territoire dû à l'insécurité, au terrorisme, à l'intervention de l'OTAN en Libye qui a déstructuré et déstabilisé toute la région. Et ce matin, dans le panel sur la démocratie, on est revenu encore dessus pour dire que oui, mais tout le monde veut la démocratie, c'est une valeur universelle, mais la démocratie ne peut exister que dans un État. Et nous, on n'avait pas d'État. On est en train de construire des États. Et nos interlocuteurs sont en train de préparer des élections. Donc, on ne peut pas se comprendre. Donc, je pense que ça nous a amené dans un différend extrêmement profond avec le reste de la région. Et des sanctions ont été imposées à nos pays. Ce qui me semble aussi normal, il ne faut pas qu'on pense que c'est pas normal. La CEDEAO a ses règles, nous en étions membres, nous avons accepté ces règles, mais la plupart de ces règles, c'est la suspension de nos organisations quand il y a des changements dits anticonstitutionnels. Mais il y a eu des sanctions économiques et financières qui ont été imposées à ces pays sans aucune base légale. Il n'y a aucun traité, aucun texte de la CEDEAO qui est prévu qu'on puisse fermer les frontières. Ici, ce qui est intéressant et fondamental, nos 3 représentants, dignes représentants, à Bruxelles, je crois que c'est là-bas qu'ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Je ne sais pas si c'est à Bruxelles ou à Paris, je ne sais pas trop. Ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Un travail de pédagogie,
un travail de communication, un travail d'information, un travail d'écoute, un travail de mise à jour, un travail de, comment on appelle ça, d'interpellation par rapport à la... Mais, quel que soit ce que vous allez faire, entreprendre, quelle que soit votre bonne foi, votre bonne volonté, il y aura toujours certaines personnes qui ne seront jamais d'accord avec vous. Personne. Il y aura toujours des personnes qui vont mentir, manipuler. Parce que on n'a pas la même vision. On n'a pas la même perception. On n'a pas la même conception. Et ces personnes-là continueront toujours de s'opposer à vous. Mais ce qui est fondamental, c'est que, quelle que soit la volonté de ces personnes de s'opposer à vous, le fait de poser les jalons, le fait de poser le débat, déjà, vous avez, si je peux me permettre, une source crédible de preuves, une source crédible d'information, une source crédible de communication. S'ils continuent, on dira, mais attention, ce jour-là, voilà ce qu'ils ont développé, ça n'a rien à voir. Alors, que cela soit clair. Parce que ici, ce qu'ils font là, ils sont en train, si je peux me permettre, d'éduquer, de former, d'interpeller, de dire faites attention, il y a la désintoxication, il y a la manipulation, il y a la mauvaise foi. Alors, cette offensive diplomatique, pour moi, elle est nécessaire parce qu'elle permet de rétablir un certain nombre de faits, un certain nombre de vérités. Et nous ne pouvons que dire infiniment merci au ministre Diop, au ministre burkinabé et puis à l'ambassadeur du Niger pour le travail. Et bon, ça, ce n'est que la deuxième partie du panel parce que le matin, ils avaient eu d'autres interventions par rapport à la démocratie. Et vous le savez, nous, on a une conception beaucoup plus claire de la démocratie que eux ne l'ont jamais. Je vous donne un exemple. Emmanuel Macron, par exemple, avant la dissolution de l'Assemblée nationale, amène des textes de loi à l'Assemblée nationale. Et le 43, comment ils appellent son texte, la 43, quoi, la même, le passage en force. Il fait le passage en force. Il n'y a pas de vote. Le passage en force. Mais alors, regardez ce que fait le capitaine, le général Assimi. Chaque fois quand il y a une décision importante qui touche sur la vie de la nation, Assimi dit, il faut organiser les assises nationales sur l'ensemble du territoire pour que tous les enfants de ce pays puissent se prononcer. Tous ceux qui désirent apporter leur contribution, voilà la véritable démocratie. Le pouvoir du peuple, exercé par le peuple et exercé pour le peuple. Le peuple est au centre, c'est ce qu'Abdoulaye dit ici. Si le peuple n'est pas au centre d'un pouvoir, au centre d'une décision, cette décision est caduque, est nulle et n'a aucun soubassement, aucune fondation souveraine. Et au Mali, toutes les décisions prises dans les trois pays, le peuple est toujours consulté. Toujours le peuple se prononce. Voilà pourquoi nos pouvoirs sont solides. Voilà pourquoi notre vision du pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple est véritablement appliquée, comme le disait toujours Sékou Touré. La révolution guinéenne, la démocratie guinéenne est mieux exercée en Guinée qu'en France, parce que le pouvoir, c'est le peuple toujours qui décide. Et c'est ce que nous faisons ici. Nous disons infiniment merci. Alors, ce monsieur-là, ce Thierry qui est sorti pour dire que il faut que l'Europe s'unisse. Dieu merci, nos représentants sont en Europe. Nos ministres sont en Europe. Pour dire aux Européens, si vous voulez être partenaire avec nous dans le Sahel, vous serez les bienvenus. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne va jamais négocier avec quelqu'un. Notre souveraineté est non négociable. L'intégrité de notre territoire est non négociable. Notre monnaie souveraine est non négociable. Le monsieur l'a dit tout à l'heure. Le marché commun vous oblige à avoir une monnaie commune. En début d'émission, je vous disais que la BAD, la Banque africaine de développement,
au conseil d'administration, la Côte d'Ivoire et la France se sont opposés à la demande du Mali, alors que le prêt que le Mali demandait était pour payer une partie de la dette contractée par le Mali quand Ibrahim Baka Keïta était au pouvoir par rapport à EDM. Ce n'est pas une dette d'Assimi Goïta, mais une dette du président Ibrahim Baka Keïta. Paix à son âme. La Côte d'Ivoire et Emmanuel Macron ont imposé leur veto au conseil d'administration pour refuser que ce prêt soit accordé au Mali. Ça, c'est après la levée de toutes les sanctions que vous connaissez. Donc, on nous dit qu'on a levé les sanctions économiques, mais la France continue son double jeu. Cela explique le jeu de Thierry ici, Thierry Breton, qui dit qu'il faut s'unir contre le Mali, le Burkina, le Niger. Cela explique la position du général de Gaulle qui a dit il faut recoloniser l'Afrique. Donc, la France utilise les leviers qu'elle a pour nuire aux intérêts économiques du Mali. Et cela avec l'appui et le soutien de la Côte d'Ivoire, qui est un pays frère. Et c'est ce pays-là qui souhaite que nous allions au port d'Abidjan. C'est pourquoi, quand le même ministre Abdoulaye Diop négociait avec les envoyés d'Alassane Ouattara pour le retour du Mali au port d'Abidjan, j'ai dit, monsieur le ministre, vous allez assumer votre responsabilité si vous amenez le président Assimi Goïta à redemander à ce que le Mali retourne au port d'Abidjan. Vous allez assumer toute la responsabilité. Et je crois que le ministre a compris parce que ce dossier n'est jamais allé au loin. Après, ils ont pris le dossier, ils ont mis dans le tiroir, ils ont fermé. Alors lui, il nous dit de retourner au port d'Abidjan. Il se vante des performances économiques de la Côte d'Ivoire. Il ment aux Ivoiriens, il manipule les Ivoiriens, il désinforme les toxiques. Mais il passe dans le dos du Mali avec le soutien de la France pour empêcher le Mali d'avoir un prêt. Il faut asphyxier le pays. Alors vous comprenez que les valets locaux, les esclaves des salons, Alassane Ouattara. Il faut comprendre cette logique d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara le fait dans l'intention manifeste d'avoir l'aval pour son 4e mandat. Donc tout ce qu'Alassane Ouattara fera, dites-vous qu'il le fait pour sécuriser son 4e mandat. Et il s'est dit que son 4e mandat est problématique tant que Goïta et le capitaine, puisque ce sont les 2 pays frontaliers de la Côte d'Ivoire dans le Sahel, il se dit que tant que le Mali et le Burkina ont à leur tête Assimi et le capitaine, lui, son affaire de 5e mandat, il n'y croit pas trop. Même s'il passe, il sait dire que ce pouvoir-là n'ira pas à terme. Donc, il faut créer le maximum de déséquilibre dans ces États-là pour que lui, il soit stable, divisé pour mieux régner. Voilà un peu sa stratégie. Alors, est-ce que le fait que la Banque mondiale ait refusé et la Banque africaine de développement ait refusé d'accorder un prêt au Mali, est-ce que ça nous a tués? Non. Est-ce que la Banque africaine de développement est la seule banque au monde? Non. Est-ce que c'est le seul partenaire financier économique du Mali? Non. Mais regardez bien la similitude, regardez bien la coïncidence des périodes. C'est dans la même période, et je mettrai ma main à couper, c'est dans la même période qu'ils ont tenté de faire entrer au Mali les faux billets. Les milliards de faux billets qui ont été interceptés par nos services de renseignement et la douane malienne à 3 reprises. Donc, regardez bien ce qu'ils font. On refuse d'accorder un prêt de jusqu'à 47 milliards au Mali et on veut faire entrer 47 milliards de faux billets au Mali. Imaginez un peu.
non seulement eux qui vont faire entrer la monnaie, ils ont un réseau, mais après, c'est eux qui vont sortir encore à l'information pour dire que le Mali a injecté dans son économie plus de 40 milliards de faux billets, à défaut d'avoir des financements, parce qu'il y a un narratif qui avait été préparé pour ça. Ne voyez pas seulement cette histoire de faux billets, faux billets, faux billets. Il y a un narratif qui avait été préparé. Si l'argent, Dieu merci, Dieu avec ce pouvoir-là, Dieu avec le peuple malien, Dieu avec le Sahel, Dieu avec nos États, parce que si cet argent entrait au Mali, ceux qui ont fait entrer cet argent, ils avaient déjà préparé un narratif avec leurs médias terroristes qu'ils allaient véhiculer. Et là, Assimi allait avoir tous les problèmes du monde. Même nous, on ne serait pas en mesure de dire quelque chose. Ils l'ont fait volontairement, ils l'ont fait à dessein. Essayez de nous empêcher d'avoir ce dont on a besoin et injecter la fausse monnaie et puis ensuite ils vont sortir avec leur narratif. À défaut de trouver le financement, ils ont été bloqués partout. Ils ne peuvent plus avoir de crédits tant que les militaires sont au pouvoir. Donc les militaires ont trouvé un moyen, ils ont fait entrer les faux billets, ils ont injecté les faux billets. Voilà le narratif qu'ils allaient préparer. Et croyez-moi, avec leur presse, ils allaient, même si on allait réagir, mais en tout cas les premiers jours, on allait subir. Certainement qu'on allait se reprendre après. Mais en tout cas les premiers jours, on allait être bien sonné. Et Dieu merci, ça n'a pas réussi. Ça a été intercepté à 2 reprises. Parce qu'on ne peut pas injecter la monnaie dans un pays si on n'a pas un circuit pour ventiler ces faux billets-là dans l'économie. Il y a des commerçants qui étaient prêts à faire ça. C'est pourquoi je dis, le service des renseignements va travailler pour démanteler tous les commerçants impliqués, parce qu'ils sont dedans. Il y a des commerçants qui sont dedans. Il y a les jeunes gens qui font quand vous venez avec votre héros là, et puis vous allez échanger. Il y a plein de jeunes gens aussi qui avaient été recrutés. Ceux qui échangent les billets là. Vous venez avec votre dollar, votre euro, vous allez échanger. Puisque les faux billets là, c'était des billets neufs. Vous croyez qui allait injecter ça? Ce sont ces jeunes gens là qui sont au niveau de BDM. Quand vous allez au marché là, la banque, le siège de BDM là, il y a plein de jeunes gens qui sont là-bas. Donc forcément, ils sont là pour échanger ces monnaies-là. Donc eux aussi seront, je ne dis pas tous, mais beaucoup parmi eux seraient impliqués dedans pour distiller cette fausse monnaie. Il y a des commerçants qui seront dedans. Il y a des bureaux d'échange qui vont recruter encore pour ça. Ils auront ces fausses monnaies là chez eux pour donner aux gens. Dieu merci, ça a été intercepté. Mais comme c'est un réseau, donc tout le réseau sera, en tout cas, les cerveaux du réseau, les enquêtes se poursuivent. On ne communique pas beaucoup parce qu'on veut laisser les gens faire leur travail. Ils vont mettre la main sur beaucoup de personnes, tous ceux qui étaient impliqués. Donc voilà un peu ce que je voulais vraiment discuter avec vous aujourd'hui pour dire que le défi est encore grand. Beaucoup de choses restent à venir. Les élections, pour nous, ce n'est pas une priorité. Voilà des exemples pour vous dire que les élections ne sont pas une priorité pour nous. Et Dieu merci, c'était le combat personnellement que je menais. Si on a été entendu, on ne peut que dire merci à Dieu. Les élections, c'est pas une priorité pour nous. Quand pas le temps, c'est comme ça. Wow. Alors, comme je disais, c'est un peu fatigant. Hein? Alors, les élections, c'est pas une priorité pour nous. La priorité, c'est d'abord stabiliser le pays sur le plan sécuritaire et puis
Notre monnaie, c'est, on peut pas aussi injecter ou bien dire que on va créer une monnaie comme ça. Donc, la monnaie, vous avez déjà vu, et ça, c'est un travail extraordinaire déjà qui prépare les esprits, qui prépare les États, qui prépare les institutions à la venue d'une nouvelle monnaie. Le Sahel aura sa monnaie. La Confédération des États du Sahel aura sa monnaie. Donc, vous avez compris, la dernière fois, je disais que nos autorités prennent le temps pour éviter qu'on vienne injecter, et pas te laver. Nos autorités prennent le temps de préparer cette monnaie souveraine pour éviter que la monnaie devienne une source d'instabilité ou de déstabilisation de nos États. Parce que quand la monnaie, si vous tourez le franc guinéen, Dieu merci, c'est Dieu même qui a voulu de ce franc-là, sinon, il y a longtemps, la Guinée serait détruite. Mais aujourd'hui, ce que nous, on peut demander au général Mamadi Doumbia, c'est de faire en sorte de pouvoir rendre le franc guinéen fort et solide. Il faut que le franc guinéen, c'est pas une question de Doumbia, c'est pas une question de, il faut que le franc guinéen, parce que malheureusement, bon, Doumbia, il travaille, il fait des choses extraordinaires en Guinée. Ça, si on dit qu'il travaille pas, on a menti. Il fait des choses extraordinaires. Mais, moi, je souhaite qu'il travaille aussi pour stabiliser, pour rendre le franc guinéen beaucoup plus fort. Parce que le franc guinéen, à la date d'aujourd'hui, est très faible. Très, très, très faible. Il faut qu'il travaille. Bon. Et ça, c'est une monnaie souveraine. C'est la fierté des Guinéens. Parce que si le franc guinéen n'existait pas, la CEDEAO allait faire son malin. Alors, c'est là, quand on regarde ce que la CEDEAO n'a pas été capable de faire à la Guinée, on s'est dit, nous, on a subi parce qu'on a une monnaie commune. Alors, vous comprenez que sortir du franc CFA, ce sera la deuxième meilleure chose que nos chefs d'État pourront faire pour nos peuples. La Guinée, aujourd'hui, n'a pas de problème. Elle a sa monnaie, elle n'a pas besoin de la CEDEAO, elle n'a pas besoin de l'UMOA. Donc, sortir, c'est une très bonne chose pour nous.